Audio Jungle. Le studio Messagna accueille ce jour dans Plateau Foot Europe l'inusable allemand par procuration, Franck Lunyama, qui nous fait le bilan en chiffres de la Bundesliga, bouclé ce week-end avec le sacre du Bayern et la C3 pour Illas Beboum et Hoffenheim. Nous avons également au studio Etchevi Tengue, lui c'est un Marseillais de cœur. Ça susurre du côté de la Canebière pour un rachat du club champion d'Europe, le seul jusqu'à l'heure où nous parlons, du côté de l'Hexagone. Au sommaire des PFE, terminus, tout le monde descend, le championnat d'Allemagne, le point de la saison 2019-2020 avec la révélation Haaland. Le Barça craque, le Real flambe et garde ses distances en Liga. Le titre en poche après 30 ans d'attente désormais. La chasse au record pour Liverpool. Puis la Juve prend le large en Serie A italienne. L'Inter renverse Parme. Le Milan plus fort que Rome. Puis nous parlons également du prix Marc-Vivien Fouet, Victor Osimhen qui succède à Nicolas Pepe. Les sujets, justement, on en parle justement dans la première partie. La seconde est bien évidemment réservée à vous, chers auditeurs. Au bout de vos doigts, 92 03 60 31 97 24 26 26. Duo technique, Théoua Javon et l'homme à devant. Émission à retrouver sur Radiosport FM, tg.com et sur YouTube. Je suis Angelo Folikoué. Bonjour sportifs à toutes et à tous. Merci de nous recevoir ici à Lomé, en Afrique et partout ailleurs dans le monde. La quintessence du foot européen sur la radio qui mouille le maillot. PFE 627. Bienvenue à tous. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Alors, Guten Morgen, Franck Lunyama. Morgan Angelo, bonjour à tous les auditeurs, salut le plateau. Vous allez bien, j'espère. On rend grâce et ça fait plaisir d'être ici tous les lundis matins. Merci pour la générosité et surtout la disponibilité. Alors Franck Lunyama, on peut dire aisément qu'au niveau de l'Allemagne, on a bien fait d'aller au bout de ce championnat, même si entre-temps le corona est passé par là. Oui, ça fait 34 journées qu'on a terminé. La dernière journée donc de la saison 2019-2020 avec le sacre, faudrait-il le rappeler, du Bayern de Munich. Si vous voulez, on revient d'abord sur les résultats de cette 34e journée. On a ce match entre Wolfsburg et le Bayern de Munich qui avait déjà le titre, il y avait déjà 2 journées. Oui. Donc, mais on ne s'est pas fait de problème. Il fallait terminer en beauté. En beauté, justement, c'est ce que les Bavarois ont fait en dominant donc Wolfsburg sur le score de 4 buts à 0. Et derrière, on attendait aussi ce que le Borussia Dortmund devait faire, mais là, ce n'est pas vraiment la réussite. On n'a pas bien passé la catastrophe. La catastrophe, on n'a pas compris. Peut-être qu'ils se sont dit oui, on est deuxième déjà. Qu'est-ce qu'il faut encore faire? La place pour Hoffenheim de dominer, de gagner sur de 4 buts à 0 et puis un quadruplé de Kramaric. Ça n'arrive pas tous les jours. Ça n'arrive pas tous les jours. Donc voilà, c'est un peu ce qui s'est passé. Et puis Augsbourg et Leipzig, c'est une défaite d'Augsbourg sur ses postes d'installation devant Leipzig, 1-2. Mönchengladbach a dominé Hertha 2-1. Le Bayer Leverkusen a épinglé Mayence 1-0. Fribourg a balayé Schalke 4-0. Werder s'est fâché contre Cologne, balayé 6 buts à 1. Ah ouais, un réveil tardif ou salutaire à la fin. Oui, il y avait danger. Absolument. Parce que là, si peut-être le Werder ne gagnait pas, c'est la descente directe. Avec ce résultat, on profite pour aller encore tester sa chance au niveau des barrages. Face à Heidenheim. Ils l'ont fait, Heidenheim du côté de la Bundesliga. Donc c'est une chance pour cette équipe qui a envie quand même de rester en Bundesliga. Union Berlin a dominé aussi Düsseldorf qui est déjà descendu 3-0 et puis Francfort qui n'a pas fait de cadeau à Paderborn, enfoncé encore un peu plus, victoire de Francfort 3-2 au sortir de cette 34e et dernière journée de la saison 2019-2020. 34 buts ont été marqués comme le chiffre de la journée elle-même, donc ça fait un peu plus de 3 buts par match. Et à partir de ce moment-là, le Bayern a juste, on va dire, consolidé son avance en étant premier au classement avec 82 points.
Dortmund vient en deuxième position avec 13 points de retard sur les Bavarois, 69 points. Leipzig boucle le top 3 avec 66 points. Mönchengladbach, 4e, 65 points. Et le 5e n'est autre que le Bayer Leverkusen, 63 points. Et 6e, Hoffenheim, qui sauve un peu sa saison en se plaçant pour les tours préliminaires de la Ligue Europa. Oui. 52 points au bas du tableau. On a Cologne, 14e, 36 points. 15e, Augsbourg, 36 points aussi. 16e, Werder, qui va être barragiste, on l'a dit. Et 17e, Düsseldorf, 30 points. Et Paderborn, 18e et dernier, 20 points. Ces deux clubs, Düsseldorf et Paderborn, sont descendus directement en deuxième division. Le Werder profite de cette victoire pour jouer le barrage contre Heidenheim. Alors voilà. Avant de vous retrouver pour d'autres infos relatives à la Bundesliga, on va prendre le temps de saluer nos deux autres invités. Thierry Tengue, bonjour, comment vous allez? Bonjour Angelo, bonjour à tous, je vais bien. En forme? En forme. Oui, Félix Ouala, bonjour. Oui, bonjour le Franck. Non, le Franck c'est lui. Moi c'est Angelo. Angelo Super Folico. Voilà. Et vous êtes journaliste, artiste, hein? C'est ça? Oui, à quand un tube pour Messi et Ronaldo? Comme tout le monde parle à chaque fois de Messi et Ronaldo, moi je me passe de ça en attendant. Bon, ok, d'accord. Mais bon, pourquoi pas? C'est une possibilité. Alors, on va essayer de parler. On voudrait avoir vos regards sur cette Bundesliga-là qui s'est terminée ce week-end. Oui, le Bayern avait eu des difficultés au début avec 7 points de retard à l'automne face à cette équipe de Borussia Dortmund. À l'heure où nous parlons, le Bayern est sacré champion avec 13 points d'avance. Vous voyez cette équipe de Bayern revenir aussi fort pour le sprint final? Dès l'entame de saison, on ne dirait pas, même si d'aucuns disaient que voilà, c'est Bayern qui va encore une fois remporter ce championnat. On n'y croyait pas trop du moment où Dortmund avait déjà 7 points d'avance, qui le creux. Mais c'est aussi la grande marque des grandes équipes, comme on dit souvent. Donc je crois que c'est les hommes de Lucien Favre qui ont failli un tout petit peu dans la concentration. Et également, ils ont manqué de cet attaquant-là qui pouvait quand même faire la différence à tout moment. On a eu l'attaquant espagnol dont j'ignore un petit peu, Paco Alcácer, qui a fait un tour là-bas avec Sancho, des blessures. Oui. Marco Reus également. Voilà, c'est une équipe jeune qui n'a pas cette expérience-là pour pouvoir aller ou bien tenir jusqu'au bout. Maintenant, le Bayern est là avec le départ de son entraîneur. Et voilà, il y a un autre entraîneur qui est revenu avec un nouveau style de jeu où on a redonné confiance à certains joueurs qui ont perdu pratiquement leur place. Comme Thomas Müller. Oui, voilà. Maintenant, tout est bien qui finit bien avec la pandémie Covid-19 qui est rentrée dans la dent. Cela a encore permis à certaines équipes de se retrouver et de travailler plus. On l'a senti sur l'aire de jeu du moment où on a Bayern qui produisait pas mal de football sur le terrain où pratiquement quand il se déplace, on ne dirait pas qu'il est à l'extérieur. Ils ont joué juste le football avec la révélation du français Kazan. On ne peut que dire que voilà, c'est la grande équipe qui a gagné. Votre avis sur cette Bundesliga qui s'est terminée? Oui, déjà, ce n'est pas une surprise si on voit le Bayern sacré une 6e fois de suite. Et 8e. 8e fois de suite. Faire déjà loin. Attention. Le début de l'an 2000, ça fait 15e fois c'est que énorme. cette équipe est sacrée. Énorme. Donc, ce n'est pas une surprise de ce côté-là. Et derrière, les équipes qui se sont enchaînées comme vice-champion, le Borussia Dortmund, Leipzig, Mönchengladbach. Oui, ce sont des équipes qui, Leipzig depuis un certain temps, confirment à chaque fois une place européenne, que ce soit en Ligue Europa ou en Ligue des Champions, où ils produisent de très bons joueurs à chaque fois de saison. Et le Borussia Mönchengladbach qui avait bien débuté aussi de l'autre côté. Mais l'équipe qu'on n'a pas vu venir, c'était Hoffenheim, qui avait profité de certains faux pas de Wolfsburg pour se hisser aussi, pour avoir aussi une place européenne. Mais la belle opération, si on peut le dire pour le moment, c'est celle du Werder de Brême. Cette équipe qui a réussi l'exploit de jouer, de disputer cette Bundesliga 50 fois sur 51. L'équipe qui a réalisé le plus d'exploits sur la durée en Bundesliga, et ils vont devoir jouer une place de barragiste face au 3e de la 2e division. Alors, on va parler de cette équipe d'Hoffenheim. Félix a un peu effleuré le sujet. Ilyas Bibou qui retrouve une coupe européenne avec son club. C'est une très bonne nouvelle. Hein? Très bonne nouvelle pour l'international togolais. On sait que c'est un joueur qui a vraiment du talent. Ne joue pas à Hoffenheim qui veut. Parce que c'est un club qui est quand même respecté, qui est bien toujours placé en milieu de tableau. Donc aujourd'hui, je pense que c'est bien pour ce groupe. C'est effectif, surtout ce résultat
à la dernière journée de la compétition. On domine Dortmund 4-0. Ce n'est pas donné. Donc, et un quadruple, on l'a dit, de Kramaric. Ça fait du bien pour Ilas Bebou et ses coéquipiers. Moi, je pense que c'est une très très bonne performance parce que la personne attendait Hoffenheim à ces niveaux. Ils vont pouvoir disputer le tour préliminaire de la Ligue Europa. C'est pas rien. Et ce qu'on doit souhaiter également pour le Togolais, c'est moins de blessures. Hein. Bien sûr. Félix. Oui, on a vu que lorsqu'il était en forme depuis la reprise après Covid, il a toujours été un plus buteur ou passeur décisif pour son équipe. On a vu aussi lorsqu'il était en forme, lorsque son équipe avait joué la 7e journée face au Borussia Mönchengladbach, il avait aussi marqué un but. Donc son problème, ce sont les blessures. Une fois qu'il enchaîne les rencontres, il apporte toujours sa part à l'édifice. En tout cas, beaucoup de courage à Ilas Bebou. Franck Luniama, quand on jette un regard sur les qualifiés de la saison dernière en Ligue européenne des champions, on retrouve le Bayern, Borussia Dortmund, Leipzig et Leverkusen. Mais cette année, Leverkusen ne sera pas en Ligue des champions. Non, cette équipe a su prix. Remplacée par Mönchengladbach. C'est les 4 qui vont pouvoir disputer directement la Ligue européenne des champions, Bayern, Dortmund, Leipzig et puis Mönchengladbach, on vous l'a dit, et puis le qualifié pour la Ligue Europa de façon directe, c'est justement le Bayern Leverkusen qui a fait des résultats en dents de scie, surtout sur cette dernière partie de la saison. Donc je pense que c'est pas aussi une surprise par rapport à l'évolution du club cette saison. Le Bayern Leverkusen n'a pas su enchaîner par rapport à la saison dernière, donc je pense qu'ils ont réussi quand même à sauver quelque chose, le fait pour eux de pouvoir se qualifier pour la compétition européenne. On va parler des nombres, des statistiques liées aux chiffres, surtout au niveau des nombres de buts marqués par journée. Vous avez des informations pour nous? Oui, je voudrais dire tout d'abord que les buteurs, c'est Lewandowski, avec 34 buts marqués, dont 5 pénaltys. Werner, Timo, 28 avec 3 pénaltys. Jadon Sancho qui est 3e avec 17 buts. On a également Weghorst qui est à 16 buts, 4e. Rowan Hennings, 15 buts avec 4 pénaltys. 7e, Erling Haaland, que vous connaissez bien, qui a joué, est arrivé en cours de saison, qui en 15 matchs a marqué 13 buts. C'est impressionnant. Ça, c'est impressionnant. Vraiment. On se demande si le Borussia Dortmund va pouvoir garder un tel joueur parce que le Real qui fait des yeux doux également à ce jeune joueur. Et Gnabry, il faut le souligner, qui également a marqué 12 buts quand même, qui fait partie des meilleurs passeurs. On va le voir bientôt. 13e, Kramaric, c'est là même qui a réussi le quadruplé, qui est à 12 buts, dont 2 pénaltys. Donc voilà, et lorsqu'on prend les meilleurs passeurs de la saison, on a Thomas Müller. Il a fait fort cette année. Qui a entre-temps été garé par Niko Kovac, mais qui a retrouvé sa jeunesse avec Hans-Dieter Flick. 21. Il a 21 passes décisives, on va dire, en 33 matchs. Il faut le faire. En deuxième position, on a encore Jadon Sancho qui a 16 passes en 32 matchs. Ça veut dire qu'il a une passe décisive sur 2 matchs. Exactement. Donc, en troisième position, le jeune frère de Eden Hazard, Torgan, qui a 13 passes décisives sur 33 matchs. On a également Christopher Nkunku, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. 13 passes décisives aussi, qui joue actuellement au niveau de Leipzig. En cinquième position, on a Gnabry, l'international allemand, a 10 passes décisives sur 31 matchs. Et puis en huitième position, on peut le citer aussi, Timo Werner, qui est deuxième meilleur buteur, mais qui reste quand même un passeur décisif avec 8 passes sur 34 matchs. Donc on dira tout simplement que c'est des joueurs assez intéressants lorsqu'on prend tout le groupe, notamment Thomas Müller qui a surpris tout le monde en étant le meilleur passeur de cette saison 2019-2020. Il a fait fort. Personne ne l'attendait parce que garé par l'autre. Donc un certain réveil ou bien un tel réveil est quand même à saluer pour le champion du monde 2014. Voilà qui est dit. Vous avez d'autres chiffres à partager avec nos auditeurs? On a des chiffres à partager avec la journée par exemple la plus prolifique en but. C'est justement la 10e journée avec 35 buts marqués. Et la deuxième journée se trouve être la 12e, la 18e, la 34e avec 34 buts
sur toutes ces journées. Et puis la journée 11, 22, 24, 27 qui ont enregistré 32 buts. Mais la journée la moins prolifique en buts, c'est la 8e journée avec 20 buts. Ah oui, ça arrive. Hein. Même en Bundesliga, ça arrive. Ça arrive d'avoir des 0-0. Lorsqu'on prend la meilleure attaque, c'est le Bayern avec 100 buts marqués. 100 buts marqués. Ils ont atteint la barre des 100 buts. Voilà, en exceptionnel. C'est très bien. Et la meilleure défense également est à mettre à leur actif. 32 buts encaissés sur 34 journées. La défense la plus poreuse, c'est celle de Düsseldorf, qui a la mauvaise attaque, j'allais dire. Celle de Düsseldorf, qui a marqué 36 buts sur les 34 journées. La plus mauvaise défense, c'est celle de Cologne et de Werder, qui ont enregistré ou bien encaissé 69 buts, soit près de 3 buts par match. Voilà pour qui est dit. Cologne et puis Werder. Voilà. Au niveau des cartons jaunes, il y a 1161 cartons jaunes distribués. Paderborn a été l'équipe la plus avertie, avec 80 cartons jaunes sur 34 journées. Ils aiment glisser sur la pelouse, apparemment. Voilà. L'équipe la moins avertie, c'est celle de Fribourg, 41 cartons jaunes. Au niveau des cartons rouges, il y a au total 35. Brême a connu plus d'exclusions, avec 4 joueurs exclus lors de la saison. Offenheim est l'équipe qui a connu moins d'exclusions, avec juste une seule exclusion. Mais Mönchengladbach a reçu 0 carton rouge. Ça, c'est magnifique. Pour toute une saison, 34 journées, 0 carton rouge, une vraie discipline mise en place. Hein. Et puis, il y a un duo formidable là-bas, Alassane Plea et puis Marcus Thuram. Tous deux ont inscrit 10 buts cette saison. C'est magnifique pour ce duo qu'on va retrouver en Ligue des Champions la saison prochaine. Franck Lugnaman, on a fini? Bon, pour juste préciser que les promus, Stuttgart et puis Arminia. Stuttgart, le club de Mario Gomez qui a pris sa retraite également. Justement. Un ancien du Bayern Munich et de la Fiorentina. A été international allemand aussi. Donc le retour de Stuttgart et puis de Arminia Bielefeld. On va en parler. Ah oui, c'est quand même un vent de fraîcheur de pouvoir retrouver. Sauf que du côté des meilleurs buteurs cette saison, on n'a pas eu des Africains. Aubameyang a quitté certes le championnat allemand. La saison dernière, il y avait un certain Ishak Belfodil, l'Algérien, qui figurait parmi les meilleurs buteurs. Mais cette année, ce n'est pas le cas du côté des artificiers. Alors, Dankeschön, mille merci pour tout le travail abattu durant toute la saison, même si... C'est avec plaisir. Même si PFE n'est pas encore fini. C'est pas fini. Vous voulez ajouter quelque chose, 30 secondes les deux ou soit c'est bon, on passe à autre chose. Moi, j'ai juste ajouté allez-y. On a retrouvé aussi un nouveau Boateng en fin de saison. Ça c'est vrai. Malgré la blessure de... Malgré l'âge aussi. Oui, malgré l'âge et malgré la blessure du défenseur français, là, le frère de Théo. Lucas Hernandez. Malgré la blessure de Lucas Hernandez. Boateng a su gérer la défense jusqu'à la fin de saison. C'est énorme pour un défenseur qui était poussé vers la sortie. Moi, je parlerai de Timo Werner. Voilà. Je parlerai de Timo Werner qui part, qui s'en va à Chelsea. Vous avez un pincement au cœur. Ça va être très très difficile pour Leipzig de retrouver cet attaquant-là. Mais bon, on connaît les clubs allemands, ils ne s'investissent pas trop. Mais bon, c'est une énorme perte pour Leipzig. On verra bien. Et le pire, c'est qu'il ne va pas disputer la suite de la Ligue des Champions avec Leipzig. Ça fait vraiment mal au cœur pour les supporters de RB Leipzig d'un certain Julian Nagelsmann. Fini pour la Bundesliga. Cette fois-ci, on va du côté de... Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, buena la que recibe de Casemiro. Alors, Etchevi, vous suivez cette Liga espagnole? On le suit de près. Il y a du suspense, hein? Il y a du suspense. Ou pour vous, c'est déjà bon? Bon, le Real sera champion. Rien n'est encore fait. Si nous disputons des finales entre Barça et le Real. Donc, comme le dit souvent Zidane à chaque conférence de presse, on prend tous les matchs comme une finale, étape par étape. Donc je crois qu'aujourd'hui, le Real qui a failli, on aurait quand même avoir un écart. Mais ici, le Real n'avait pas perdu cette match et qu'il ne devrait pas, bien sûr. Donc aujourd'hui, le Real a 2 points. Je crois qu'on devrait maintenir le cap là si on veut vraiment remporter cette fois-ci la Liga. Quand vous dites vous êtes madrilène, c'est ça? Oui. Ah d'accord, ça se comprend. De supporter marseillais. Mais voilà, ça se comprend. On va rester avec vous pour parler du Real Madrid qui, hier a battu petitement, certes, l'Espagnol Barcelone, mais quelle victoire importantissime avec cette superbe talonnade de Karim Benzema. Oui, mine de rien, c'était vraiment un match très très difficile.
et tous les matchs seront difficiles. Hein. Personne ne va quand même envoler la face. Donc je crois que sur cette partie d'hier, on n'avait que l'intention d'avoir les 3 points. Quelle que soit la manière. Quelle que soit la manière de jouer. Aujourd'hui, on ne va pas regarder le côté du beau jeu. Oui. Ce qui est important, c'est d'avoir les 3 points pour pouvoir maintenir le cap, comme je l'avais dit tantôt. Mais Zidane, du moment où on est arrivé à un moment donné, il va falloir faire une lecture de jeu, jouer sur la tactique. Et ça manque énormément à Zidane dès la reprise de ce championnat-là. On fait des changements qu'il ne fallait pas. Et on fait des choix que moi, je n'arrive pas du tout à comprendre. Mais bon, c'est lui qui gère. Aujourd'hui, ça paye. On ne peut que le louer. Mais n'empêche qu'on le critique sur certains points. Mais bon, le Real est une grande équipe et les grandes équipes ont toujours cette marque-là de faire la différence. Donc, pour le moment, on va dire, ça sourit. Pour le moment, le Real Madrid a 2 points d'avance sur le Barça, seul leader de cette Liga-là. Alors, faut pas interdire pour les deux. Par moment, le Real qui a la pression, tantôt c'est le Barça, mais là où nous parlons, le Real fait une belle opération ce week-end. Oui, hein. Pour le moment, de toute façon, les deux équipes tardives, si l'un trébuche, l'autre reprend la place et ainsi de suite. C'est une sorte de chasse croisée entre ces deux équipes. Donc, il reste encore 7 journées, 7 ou 8 journées si je me trompe. Oui, il reste 6 journées. 6 journées si je me trompe. Donc, tout est ouvert pour les deux équipes. Déjà, derrière, l'Atlético est distancé. Et le pire aussi, c'est que le Barça va affronter l'Atlético de Madrid la semaine suivante. Alors que les signaux ne sont pas ouverts pour le Barça en ce moment. Déjà, dans le vestiaire, ça se bouscule. Il y a un certain Lionel Messi qu'on ne retrouve plus comme on le connaissait. Et aussi, des problèmes de transfert avec un probable départ d'Arthur pour un certain Miralem Pjanic, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais c'est un joueur qui est un petit peu carbo. À mon avis, il est... Carbo, c'est quoi? Fini. Il est fini. Oui, finissant. Parce que d'accord. Miralem Pjanic finissant. il est bon pour Félix Soala. Il est bon pour la Juve. D'accord. Il est bon en mais ce moment. pas bon pour le Barça, selon vous. L'échanger avec un joueur de 23 heures. Vous n'êtes pas d'accord. Ça montre le véritable problème, la véritable perte d'identité. D'accord. Qui est au sein du FC Barcelone en ce moment. Franck Mounyama, mano à mano, ce chassé croisé. Je ne suis pas d'accord sur le dernier aspect de Félix. Dire de Miralem Pjanic qu'il est carbonisé. Non. Je ne pense pas. C'est un joueur d'expérience, d'accord. Il a pris de l'âge, il a connu la France, il a connu beaucoup de matchs à l'international. C'est un joueur qui, mois pour mois, ressemble à du vin. Plus il vieillit, plus il devient bon. Donc je crois que si le Barça veut un tel joueur, c'est peut-être pour aider Rakitic au niveau de l'entrejeu. C'est un joueur qui peut faire marquer, qui même peut marquer aussi. Donc je pense que ce n'est pas un mauvais choix. On a vu l'autre joueur qui a quitté Bordeaux pour aller de l'autre côté. Vous parlez de Braithwaite. Voilà. Oui. Donc je pense que Miralem Pjanic est un bon joueur. Maintenant, est-ce que ça va se faire ce transfert? On est dans les discussions, on verra bien. Pour le championnat, je crois que la lutte continue entre le Barça et le Real. Ça va être 6 finales à venir. Oui. 6 finales, malheur à celui qui va perdre en chemin. Rien n'est encore joué puisqu'il reste 18 points à prendre. Il n'y a que 2 points entre les Blaugrana et les Merengues. Donc tout est possible. Mais le Real Madrid semble dans une meilleure dynamique que le Barça qui ne se retrouve plus forcément avec on va dire des matchs nuls et des petits problèmes. Des prestations tristounettes. Voilà, certains joueurs qui ne comprennent pas les choix de Quique Sétienne. Donc pour cette fin de saison, ça parle, ça murmure dans les vestiaires et ça, ce n'est pas une bonne ambiance pour aller terminer la saison, pour aller terminer les 6 journées qui restent. Donc il va y avoir beaucoup de tensions. Mais c'est l'équipe qui va être mentalement solide, qui va garder, pouvoir gérer ses nerfs, qui va pouvoir gagner ce championnat. Ça pas bon du côté de la maison catalane, puisqu'il y a beaucoup de rififi entre Messi, Quique Sétienne et puis Eder Sarabia, l'adjoint justement de Sétienne, qui n'est pas du tout en odeur de sainteté avec l'Argentin. On va s'intéresser à Retafe qui perd du terrain, cette équipe qu'on voit toujours espérer accrocher, pourquoi pas la Ligue européenne des champions, Félix voilà, mais pour l'instant, ça semble vraiment compliqué pour les coéquipiers de Djenda Konam. Je peux dire que c'est normal parce que ce n'est pas une équipe qui est bâtie pour faire ces genres d'exploits, l'exploit qu'ils ont réalisé la saison dernière et le faire dans le même temps. Donc déjà, je peux dire qu'ils sont à leur place, si on peut le dire, mais ils peuvent mieux faire.
déjà cette nuit. Oui, ils vont jouer face à l'équipe de la Real Sociedad. La Real Sociedad qui est juste derrière. Qui a tenu en échec le Barça. La Real Sociedad qui est juste derrière de 2 points. Donc, non, c'est plutôt le Celta Vigo, allez-y. Le Celta Vigo. Voilà. Il y a la Real Sociedad qui met la pression juste derrière avec 2 points. Donc, exactement. S'ils arrivent à se défaire du Celta, ils pourraient bien se distancer de la Real Sociedad. Donc pour l'équipe de Djene Dakunan, bon, ils sont à leur place. Ce qui est sûr, ils vont finir au moins avec une place européenne. Vivement, c'est ce qu'on leur souhaite. Surtout que Retafe est également en lice en Ligue Europa face à l'Inter Milan. Ouais, c'est pas encore fini cette affaire de Coupe européenne. C'est pas encore fini. On est sur 2 plans au niveau de Retafe où on doit essayer de privilégier un côté. Alors si vous étiez à la place de Bordalas, l'entraîneur, je vais privilégier la Liga. D'accord. Histoire de retrouver une place européenne la prochaine fois. Pour pouvoir quand même aller chercher les bons joueurs recrutés. Et on voit également au niveau de l'Espagne, ces équipes moyennes ont du mal à recruter. Elles ne s'investissent pas plutôt comme cela se doit, histoire d'aller chercher le Real Madrid, le Barcelone, l'Atlético. Et à chaque saison, la différence se fait au niveau de ces 3 équipes-là, Barcelone, Atlético, et si ce n'est Valence et Villarreal qui bousculent un tout petit peu les hiérarchies. Donc, je crois que Getafe entame bien la reprise de ce championnat Covid-19, version Covid-19. Version Covid-19. C'est très compliqué, c'est très compliqué. C'est le manque de concentration, tout simplement. Il va falloir tout simplement se réveiller. On a encore 6 matchs. Tout est possible à 49 points, si je ne me trompe pas. 49 points. On peut toutefois aller retrouver une place si on arrive à retrouver l'énergie d'antan dès l'entame de saison. Pourquoi pas maintenant à Djene Dakunan de se dire comme quoi il faut aller encore une fois à un niveau donné pour pouvoir permettre à sa formation d'aller de l'avant. On sait que voilà, leur force c'est la défense. Aujourd'hui, ça ne répond pas, ce qui fait qu'ils perdent des matchs. Retafe est à 5 points du FC Séville, classé à l'heure où nous parlons 4e de la Liga espagnole. Les autres résultats de la 32e journée disputée le week-end, Eibar s'est imposé 2-1 sur la pelouse de Grenade, 2-0 pour Villarreal face à Valence, Levante qui fait le nécessaire 4-2 face au Betis Séville, l'Atlético de Madrid qui s'est imposé 2-1 devant Alaves. Et au classement, on a le Real 71 points, 69 pour le FC Barcelone, 58 pour l'Atlético de Madrid et puis 54 pour le FC Séville. Alors, dès ce lundi, Retafe joue la Real Sociedad. Demain mardi, Real Mallorca, Celta Vigo, Leganés, FC Séville, FC Barcelone, Atlético de Madrid. C'est un match à suivre à tout prix, parce que là, si le Barça perd, en tout cas, le Real peut se frotter la main encore une fois, parce que de l'autre côté, le Real va jouer jeudi face justement à Retafe de Djene Dakunan. Ce sera dans le stade d'entraînement du Real Madrid. Fini pour la Liga espagnole. Cette fois-ci, on fait un crochet du côté de English Premier League News. Oui, on l'a entendu, Etienne Vitenge depuis fort longtemps. Liverpool a été champion pour la 19e fois de son histoire. Comment vous avez accueilli, vous interprétez ce titre de champion? Mérité, logiquement? Logiquement mérité. 30 ans d'entente, on ne peut que s'attendre à cette énorme joie-là. Malheureusement, cette joie n'était pas partagée avec les supporters qui étaient quand même le 12e homme qui ont accompagné Liverpool du début jusqu'à la fin. Et même si à la fin, ils sont à la maison. Donc, on va dire que voilà, c'est une équipe sur 2 ans a quand même bousculé l'Europe. C'est une équipe quand même impressionnante. Très impressionnante avec des bons joueurs. C'est ça. Il faut s'investir. Il faut mettre les moyens en place. Et quand vous mettez les moyens en place, les résultats sont là. Liverpool l'a fait. Et voilà aujourd'hui, Champions League en 2019, Premier League en 2020. C'est la satisfaction totale. Pourquoi pas répéter le même scénario au fil des saisons et écarter un tout petit peu un Man City? Je crois que Jürgen Klopp a quand même l'étoffe nécessaire au niveau de l'effectif pour pouvoir le faire. Maintenant, est-ce que ces joueurs, ceux qui comptent énormément, vont rester? Ou bien on va aller chercher encore d'autres joueurs? Je me dis tout simplement que Liverpool, pour cette saison, on va dire que c'est la meilleure équipe de l'Europe, tout simplement. Comment vous définissez Jürgen Klopp en un mot? Un père. Un père pour les joueurs. Un conseiller, un confident, celui-là qui vous écoute, qui vous conseille, qui crée sur vous quand vous faites des erreurs. On va dire tout simplement que c'est l'une de ses qualités. Il sait écouter,
il sait quand même parler à ses joueurs. C'est ça la qualité de Jürgen Klopp. Et quand vous avez un tel entraîneur, même si vous n'êtes pas en forme et qu'il vous fait quand même cette confiance-là, vous êtes obligé de se donner sur le terrain. Et lui, il en a. Franck Luyama, oui, une équipe qui a été sacrée avant la 32e journée. La déroute, bien la défaite de City face à Chelsea, la belle victoire de Liverpool 4-0 face à Crystal Palace. Cette équipe de Liverpool, également, on peut dire éblouissante avec ses Africains. On en parle, Sadio Mané, Naby Keïta, Joël Matip, et puis il y a un quatrième larron, Mohamed Salah. Ouais, ça vient de Jürgen Klopp qui est arrivé à Liverpool il y a 5 ans. Il a construit cette équipe-là, il a mis en place ce qu'il voulait, un mélange entre anciens et jeunes qui finalement est devenu une équipe très redoutable en Angleterre, même sur l'échiquier européen. Donc oui. Ces 4 Africains, vous les avez cités, ils ont apporté énormément à cette équipe. Mohamed Salah qui a joué du côté de l'AS Rome, de Chelsea, et qui est arrivé, on va dire, à un moment où on a semblé l'oublier un tout petit peu, et qui flambe au niveau des Reds. Donc Klopp, c'est ce qu'il voulait en arrivant, on va dire, à Liverpool. Il a pris Sadio Mané, qui jouait du côté de Southampton, et qui l'a vraiment façonné, qu'il a mis en confiance, il a marqué but sur but, il a fait ce qu'il fallait faire, et depuis 3 saisons, Liverpool montrait quand même qu'il avait les tops d'une équipe qui pourrait être championne d'Angleterre à tout moment. Ils ont perdu l'année dernière sur un petit point, et ils ont gagné aussi la Ligue des Champions. Donc cette année, je crois que ce n'est que logique, ça devait arriver à un moment donné. 30 ans d'attente, ce n'est pas facile, mais ils l'ont fait quand même, grâce forcément à ces Africains, Salah, Naby Keïta et Mané, et puis Joël Matip. Donc fier de cette équipe-là, fier de ce que Klopp a construit, et surtout les supporters de Liverpool qui n'ont jamais abandonné cette équipe, never walk alone. Donc je crois que c'est tout simplement mérité. Vous voulez dire un mot sur cette équipe de Liverpool? Est-ce qu'elle vous a ébloui toute la saison? Il ne peut pas le nier. Même si vous ne le voulez pas, vous êtes obligé. N'est-ce pas? C'est que les performances, les résultats et la façon, tout ce que fait cette équipe. L'attitude, l'état d'esprit. Vous oblige à aimer ce que fait Jürgen Klopp de l'autre côté. Non, moi, le chapeau s'est attiré à Jürgen Klopp. Il était venu en 2015 où il a fini la saison en étant 8e, en disputant une demi-finale de la Ligue Europa face au Borussia Dortmund. Au FC Séville. Oui. C'était au FC Séville. Avec Liverpool ou Dortmund, vous parlez? Avec Liverpool. Liverpool, c'était en finale face au FC Séville. Ils ont éliminé le Borussia Dortmund en demi-finale après un match fumant, riche en émotions et en buts. Donc, une finale de Ligue Europa, une finale de Ligue des Champions, une finale de Ligue des Champions perdue, une finale remportée, une PL remportée avec la manière. Ah oui. Et aussi en étant vice-champion l'année dernière avec 97 points. C'est incroyable quand même. Qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus que ça? Je ne sais pas si c'est qu'il pourrait faire de plus que ça. Et aujourd'hui, sincèrement, c'est l'entraîneur. Tengue l'a dit tout à l'heure, c'est l'entraîneur qui sait ce que veulent les joueurs. Il sait ce à quoi ont besoin les joueurs. Il sait ce que mettre à disposition de ces joueurs et qu'il se fasse plaisir sur le terrain. On a vu qu'il a fait venir Mohamed Salah et Sadio Mané qui n'étaient pas de véritables buteurs. Ce sont des joueurs qui jouaient bien. Aujourd'hui, ce sont des stars. Hein? Des superstars. Ce sont des joueurs qui arrivent à marquer but sur but. Ils se sont transformés avec sous Jürgen Klopp, qui arrive à marquer des buts extraordinaires, alors que ce sont des joueurs qui arrivaient à peine à franchir le cap des 15 buts par saison. Donc aujourd'hui, on a vu Mohamed Salah qui a claqué plus de 32 buts, un record en première ligue, et aussi Sadio Mané qui a été meilleur buteur la saison dernière, même si c'était comme meilleur buteur avec Mohamed Salah. Et ballon d'or africain. Il était sur le podium avec tout ça. Je peux dire que chapeau à Jürgen Klopp, qui aujourd'hui, s'il n'y a que 2 places des entraîneurs, il est tout simplement à côté de Pep Guardiola. En tout cas, Jürgen Klopp, c'est un sacré monsieur. On se rappelle ce match entre Norwich et Liverpool. Entre-temps, il était tellement content, savourant la victoire, il s'est fait me casser sa paire de lunettes. Oui, on se rappelle bien. C'est sacré, ce sacré Jürgen Klopp. Il est tout simplement
simplement phénoménal. Alors, on va parler de la première ligue anglaise, justement la 32e journée qui continue commence dès aujourd'hui. Voilà, Crystal Palace qui joue face à Burnley. D'autres matchs, pratiquement les matchs chaque jour. Hein. Il y a Brighton, Manchester United. Mercredi, on aura Arsenal, Norwich City. Everton reçoit Leicester. Bournemouth joue contre Newcastle United. West Ham accueille Chelsea dans un petit derby de Londres. Et puis jeudi, on aura Manchester City, Liverpool. Voilà, les Reds qui vont traîner leur titre sur la pelouse du l'Etihad Stadium. On va parler rapidement de la FA Cup, les quarts de finale disputés le week-end avec les qualifications de Manchester United, de Chelsea, d'Arsenal et de Man City. Et curieusement, le dernier carré, il est tout simplement royal. Figurez-vous, United va jouer face à Chelsea le 18 juillet et puis le lendemain, c'est Arsenal-Manchester City. Ah, c'est des affiches assez intéressantes, hein. Il faut le dire. Chelsea est, on va dire, en pleine forme en championnat. Exact. Et cette affiche contre Manchester United va être vraiment disputée. De l'autre côté, Arsenal-Manchester City. Arsenal a tout perdu déjà en championnat, même s'ils sont désormais 9e, si je me trompe, en championnat, avec quelques bruits dans le vestiaire, surtout avec Guendouzi. Matteo. Banni déjà par Mikel Arteta pour avoir pris la gorge de l'adversaire du jour. Donc, je pense que Arsenal, sur ce match-là, va vouloir tout donner, mais visiblement, ils n'auront pas de chance, puisque, souvenez-vous, la dernière fois, ils ont été balayés. Ils ont pris de l'eau. 3 face à Manchester City. Donc, il va sortir les griffes parce que... Vous faites du mal aux gens d'Arsenal, attention. Il a perdu déjà le championnat, donc il va vouloir se rattraper à ce niveau. Exactement. Et les Gunners, visiblement, n'ont pas de chance là-bas. Voilà qui est dit. On parle juste de la réalité. Aujourd'hui, Arsenal, c'est pas ça. Pep Guardiola qui a perdu le championnat, il va quand même essayer de sauver la saison avec cette coupe-là. Donc, City également en lice en Ligue européenne des champions. Voilà, donc Arsenal, c'est juste une configuration, à mon avis, pour ne pas quand même offenser les supporters. Le nom est là, mais il n'y a plus rien dans la coquille vide. Il faut tout simplement reculer d'un pas. Il n'y a que David Luiz et Mustafi. Et quand vous prenez l'affiche Chelsea-Manchester, vous n'êtes pas sérieux, Félix. Ces deux équipes ont quand même bien repris. Oui. Et ça va être la belle affiche. Vivement qu'on assiste à une finale Manchester-Man City. Ah oui, c'est mon le derby, pourquoi pas. Voilà. Mais retenez, ça fait 2 équipes de Londres et 2 équipes de Manchester. Voilà, on attend de voir justement la fiche finale de cette FA Cup édition 2020. Terminé pour la première ligue anglaise. Nous allons boucler les majeurs cette fois-ci dans le pays de Cristiano Ronaldo. Tutto calcio Italia. Spacca la porta, segna anche il Team Cup. Alors, parlons plutôt du pays adoptif, voilà, de Cristiano Ronaldo, puisque lui c'est un Portugais, même si pour l'instant il ne fait pas la pluie et le beau temps du côté de la Juve. Celui qui est l'homme de la situation, c'est Paulo Dybala. Est-il en train de voler la vedette à Cristiano Ronaldo ? On le voit beaucoup plus décisif dans les matchs de la Juve. La vedette, je ne crois pas, mais je crois qu'il est tout simplement en train de reprendre sa place parce que c'était le chouchou. L'homme a tout fait bien avant l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Et on a vu tout de suite que dès que Cristiano Ronaldo est arrivé, il s'est éclipsé. Alors maintenant, il reprend de la confiance. Il a un nouveau entraîneur, Mauricio Sarri, qui construit son jeu presque autour de lui. C'est le numéro 10 parfait pour cette équipe. Il arrive avec toute sa qualité technique à enchaîner les buts, à faire marquer les autres. Et c'est tout bénéfice pour cette équipe parce que nous savons tous que c'était lui le meilleur buteur de cette formation avant l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Votre avis là-dessus ? Oui, voler la vedette plutôt à Cristiano Ronaldo, je ne dirais pas. Je vais rejoindre Félix. Aujourd'hui, Dybala est à un meilleur niveau qui profite tout simplement à la Juventus. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est un joueur qui a été touché moralement par ce Covid-19. Oui, tout à fait. Donc, quand on revient sur cette lancée-là, on ne peut qu'être fier de Dybala parce qu'il a eu à le démontrer bien avant. Donc, aujourd'hui, s'il retrouve sa forme d'antan, c'est quand même tout bénéf, comme l'a dit Félix également. Donc, pour moi, Cristiano Ronaldo n'est pas tout simplement le seul joueur qui pouvait faire la différence. Quand on parle d'une équipe, c'est tous les joueurs qui sont concernés. On se sent bon aujourd'hui, le lendemain, on ne se sent pas bien et c'est l'autre qui prend le relais. Donc, tout ça, c'est une équipe. Donc, Dybala pour la Juve, avec la grande forme, on ne peut que dire que voilà, c'est le titre
qui tend les bras à la Juventus. Vaut mieux être ensemble pour avoir ce Scudetto. Oui, ça doit être, on va dire, un esprit collectif autour d'un objectif précis qui est celui d'aller gagner un nouveau titre en championnat. Cristiano Ronaldo, pour moi, a toujours connu ces moments à une partie ou bien à un moment de la saison. De la saison, oui. Il connaît souvent des creux à un moment donné, après il surgit à nouveau. Exactement. Donc, je pense que Paulo Dybala est plus jeune, il a plus d'envie, il a plus de choses à prouver. Cristiano Ronaldo, pour moi, rien. Il n'a plus rien à prouver. Donc, je pense qu'il n'a plus ses jambes de 20-25 ans. Oui. C'est un joueur qui prend de l'âge, 33-34 ans. Donc voilà, il essaie d'apporter ce qu'il peut à la Juve, mais pour moi, on ne doit plus trop compter sur Cristiano Ronaldo. On ne doit pas... Vous êtes d'accord, vous partagez l'avis de Franck? Oui, c'est que pas tout mettre sur le dos de Cristiano Ronaldo. D'accord, mais pourtant c'est pour ça qu'il est arrivé à coût de 100 millions Une d'euros. fois que vous vous appelez Cristiano Ronaldo, vous devez tout assumer. C'est le mal qui le suit partout. Moi je partage l'avis, même si le joueur, pour lui, il a encore des défis à relever personnellement. Mais à un niveau donné, il va falloir qu'il sache que voilà, il n'est pas le seul joueur qui peut faire la différence. Il ne peut pas tout faire seul. Il ne peut pas tout faire. Et là, Sarri l'a fait comprendre, et lui, il n'a toujours pas bien digéré cela. Donc, je crois qu'il va falloir à un moment donné que Cristiano comprenne comme quoi il n'a plus ses jambes de 20 ans. Et arrivé à un moment donné, il faut tout simplement que d'autres prennent la relève et pourquoi pas l'accompagner. Et quand vous finissez, il faut tout simplement que les jeunes vous accompagnent, histoire de faire plaisir à vos fans. Et s'il tentait encore à se dire que voilà, il est toujours le meilleur des meilleurs, ça va passer mal. C'est pas intéressant. On se rappelle de cette méthode Zidane au Real Madrid qui disait à Cristiano, tu ne joueras pas tous les matchs. Repose-toi pour être décisif lors des grands matchs. Et on l'a vu, ce qu'il a fait du côté de la Casablanca. C'est la communication signée Zinedine Zidane. À la Juventus de Turin, Cristiano Ronaldo, il n'y a pas ces joueurs-là qui sont chaque fois au service de Cristiano Ronaldo. Comme la saison dernière, il y avait Mandzukic, c'était Mario Mandzukic qui jouait pratiquement pour lui, comme un certain Karim Benzema au Real de Madrid. D'accord. On va s'intéresser aux résultats de la 28e journée. On a constaté que l'Inter Milan a renversé cette équipe de Parme d'un certain Gervinho, battu 2-1. 3-3 entre Sassuolo, le club cher à Franck Lugnaman, face au Hellas Vérone. Naples qui a pris la mesure de Spal Ferrara 3-1. Bologne s'impose 2-1 sur la pelouse de la Sampdoria de Gênes. Et puis l'Atalanta Bergame qui également s'offre le scalp de l'Udinese. 3-2. On se rappelle également la belle victoire de Milan AC 2-0 face à la formation de l'AS Roma, sans oublier la Lazio qui a bien pris la mesure de la Fiorentina malgré le but de Franck Ribéry. Double contact dans la surface, frappe sèche et puis voilà, but pour l'ex-international français. Alors, on va s'intéresser au classement de cette Serie A italienne avec la Juve en tête, 69 points, 65 pour la Lazio. Question, messieurs, la Juve est en train de partir de lâcher la Lazio? C'est un peu serré, d'accord. Donc les matchs qui vont venir, comme en Espagne, seront très très importants. On va jouer la 29e journée. À 10 journées de la fin. À 10 journées, 9 journées de la fin. Oui, pratiquement, 27 points à prendre. Il faut y aller, il faut être solide, sinon je crois qu'actuellement l'Inter revient, la Lazio ne lâche rien, Atalanta est dans le coup, voilà, donc c'est un championnat très très serré, mais avec l'expérience, avec tout ce que la Juve a connu depuis 7-8 ans déjà, ils sont quand même un cran au-dessus des autres. Et surtout qu'il reste un match Lazio-Juventus. Voilà. Sinon, le sprint final. Une alternance, nous on va le prendre. Ça va être très difficile. C'est ce qu'on a parlé. N'est-ce pas? C'est possible, oui, mais c'est facile, non. Parce qu'il y a la Juve devant, la Lazio aussi, qui, tant bien que mal, essaie de suivre la Juve à bon pas. Parce que si nous nous référons au calendrier ou bien aux performances de la Lazio, bien avant la période de Covid, cette équipe a réussi à enchaîner 4 victoires de rang. C'était énorme. Et après la reprise, après une défaite ou un match, si je ne me trompe pas, ils ont réussi à enchaîner 2 victoires. Donc, ce qui veut dire qu'ils suivent le rythme. Mais est-ce qu'ils peuvent suivre le rythme jusqu'à la fin sans perdre et suivre ce match face à la Juventus. Et aussi
Nous avons vu l'Inter de Milan qui était le grand concurrent de cette Juventus de Turin. Même leader entre-temps de cette Serie A italienne. Qui avait bien débuté, Oui. on voit où ils sont aujourd'hui actuellement. Ce qui veut dire que la Juve, une fois que vous voulez rentrer en concurrence avec la Juve, il faut dans de l'eau chaude avant de les affronter. Intéressant, elle est belle l'image. Hein? Alors, on va simplement dire que la Lazio est deuxième derrière la Juve à 4 points, 61 points pour l'Inter Milan, 57 unités pour l'Atalanta Bergame, classé 4e. Et puis, on voit l'AS Roma, Naples, Milan AC, respectivement 5e, 6e et 7e. Au bas du classement, on retrouve Lecce, 25 points, 18 pour Brescia et puis 20e Spal Ferrara. Bon, dernier au classement. La 29e journée s'ouvre demain mardi avec Torino, Lazio, Rome, Genoa, Juventus. Un match intéressant à suivre. Et puis mercredi, on aura l'Inter Milan face à Brescia. Alors, sans transition, on va essayer de parler du prix Marc-Vivien Foé qui est tombé, le résultat est tombé ce matin avec le succès de Victor Osimhen, le joueur nigérian, 21 ans, 6 mois, qui devient le plus jeune joueur à décrocher le titre de meilleur africain au niveau de la Ligue française. Il succède à un certain Nicolas Pepe. Surpris ou logique? Logique selon moi. Logique selon moi parce que quand vous êtes un jeune attaquant, marqué 13 buts avec des passes décisives à l'appui, et voilà, il faut le faire. Et ça passe par le travail. Aujourd'hui, on est fiers de retrouver quand même des successeurs dignes de ces stars qu'on avait connus au niveau de la Liga, de la Ligue 1, à l'instar de Tourogba et autres. Mamadou Niang, le Sénégalais. Gervinho. Ils sont très très nombreux. Donc, Osimhen, moi, quand j'avais appris la liste sur les ondes de RFI, je me suis dit, ça va être tout simplement le jeune. Parce qu'il a montré de quoi il est capable. Et si aujourd'hui les grands clubs courent après lui, c'est parce que il est sur quand même un avenir prometteur. Vous le voyez déjà en partance. Hein? Ça a été comme ça avec Nicolas Pepe. Ça a été toujours 80 millions d'euros. Le prix Marc-Vivien Foé, remporté par les Africains, ça a été toujours le départ. Voilà. Mais bon, pour le moment, ça se décide ce départ-là au niveau de Osimhen. Vivement qu'il continue pour pouvoir relever le défi en matière des bons attaquants africains sur le vieux continent. Les talents africains toujours présents au niveau de la Ligue 1. On se rappelle que l'année dernière, ou je pense que c'était en 2018, si je ne me trompe pas, il y avait Mathieu Dosevi qui était en lice pour ce trophée. En lice, mais malheureusement, il n'a pu gagner. Voilà. J'ai comme l'impression que c'est un trophée qui va plus vers les jeunes joueurs. Victor Osimhen qui succède à Nicolas Pepe, lui aussi joueur de Lille. Donc ça fait 2 joueurs de Lille qui enchaînent. C'est une bonne image aussi pour le LOSC qui place 2 joueurs à ce niveau. Et c'est encourageant quand même pour les jeunes joueurs africains. Je pense que ça devrait pouvoir les exciter. Et ça permet aussi de toujours se rappeler de ce grand joueur camerounais disparu malheureusement sur le terrain en plein match de football. Exactement. Vous voulez placer un mot? Non, juste que ce prix vient couronner la saison qu'a réalisé ce jeune joueur. Sa première saison en Ligue 1. Exact. Et avec un tel exploit où il a bien débuté, il enchaînait début, même en Ligue européenne des champions où il répondait quand il le faut, quand il le fallait. Donc c'est pas une surprise. Victor Osimhen, c'est un plébiscite. 284 points. Le deuxième, c'est Islam Slimani, l'Algérien, 95 points. Younis Abdelhamid est troisième. C'est un défenseur du Stade de Reims, 89 points. Quatrième, Habib Diallo, le Sénégalais de Metz, 52 points. Et puis le cinquième, Bainiang, vous en parliez tout à l'heure, 43 points. On va terminer justement avant de retrouver nos auditeurs. Il y a cette rumeur du côté de l'Olympique de Marseille. Le club serait en vente. Est-ce vrai? Des rumeurs, des fake news? Ce ne sont que des rumeurs, des fake news. Jean-Marie Kéro l'a confirmé qu'il est toujours le président et l'autre le propriétaire du club. Mais Mourad Boudjela ne dit pas ça. Donc, il a envie de... On ne va pas vendre Marseille comme ça. On a la Champions Project. Vous croyez toujours en ce projet? Qui est sur le bon chemin. Sur le bon chemin. Maintenant, il va falloir tout simplement mettre les moyens. On attend de voir. Pour aller chercher, pourquoi pas, pour une énième fois, le titre de Ligue 1 Conforama. Ça fait très très longtemps qu'on a pu goûter à ce délice-là. Donc je crois que Marseille aujourd'hui, vendre Marseille, c'est pas quand même une bonne chose. Vous pensez? Il faut penser à investir plutôt pour recruter, pour faire ramener des bons joueurs. Et si aujourd'hui, Villas-Boas pense à ce Français de Bayern, Kazan, c'est parce qu'ils vont
quand même mettre les moyens en place pour aller chercher, pourquoi pas, à défier les grands. Est-ce qu'ils ont les moyens? C'est là la question. On va commencer déjà à recevoir les auditeurs. Vous avez déjà le droit de pouvoir appeler dans cette émission. Quelque part filé sur l'envie de Franck Marcourt de quitter parce que pour lui, il ne trouve pas ce qu'il cherchait vraiment en investissant dans un club de football. Lui, il veut de l'argent tout de suite. Donc, et vous connaissez Mourad Boudjela, lui jette le pavé dans la mare. Et voilà, donc quoi qu'il arrive, il y a eu des infos. Oui. Mais même si Jacques-Henri Hérault dit Marseille n'est pas à vendre. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Angelo Polukwe. Badé, comment vous portez-vous? Je vais bien comme le grand Franck Lunyama. Ah oui. Alors, votre équipe du Real est en train de prendre le large, hein? Oui, un peu ça va aller. On finira champion, je crois bien. Ah, aujourd'hui, vous l'affirmez, c'est bien. Oui, on finira champion. Vous finirez champion, super. Et j'espère que le Barça va pas encore à Madrid. Ah, d'accord. Vous priez pour que le Barça fléchisse, c'est ça? Voilà. Oui. C'est normal. Vous êtes en prison, on va vous libérer. Allez, bonjour à tous ceux qui sont au studio. Je ne voulais pas le problème. Merci beaucoup. À très bientôt. On va prendre quelqu'un d'autre, auditeur en ligne. Bonjour, bienvenue dans l'émission. Merci, bonjour Angelo, bonjour pour le plateau et bonjour à Théo. Oui, le Mancunien, comment vous portez-vous? Alhamdoulilah, je suis toujours debout et Manchester va à merveille. Ah oui, vous jouez un match de demi-finale face à l'équipe de Chelsea en Cup, hein, bientôt. Vous avez pu arriver à Chelsea cette saison, surtout les rencontres que vous nous aviez eues avec eux. Donc, nous, on est serein, on continue pas à travailler dans l'ombre. Voilà, demi-finale, nous voyons déjà la finale. Vous voyez déjà? La finale. Ah, d'accord. Pas le trophée, mais la finale. On voit d'abord la finale avant d'aller au trophée. Ok. Donc, c'est step by step. Hein. Ici, à cette finale, et remporter ce trophée sous leur nom. Ok. C'est bien noté. Vous avez un match au mardi face à Brighton. Bon, votre équipe va bien de mieux en mieux, on peut dire. Hein. On a récupéré les joueurs, surtout que les Français ont décidé de faire le quota club. Oui. Vivement que ça avance et que ça va marcher. Voilà. Je vous le dis, je vous le promets, je vous l'ai déjà dit, Manchester jouera une compétition européenne la saison prochaine. D'accord. Mille merci, mon cher Joël. Et merci. Oui, merci beaucoup. D'accord. Mille merci et bon courage à vous et à tous les Mancuniens. Quelqu'un d'autre derrière Joël Aïe. Bonjour. Oui. Oui, Faustin, comment vous allez? Je pète la forme. Ah oui, votre équipe, le Barça, cale. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Un match uni vraiment à goût à même. On continue à lutter le bataille. Ça explique le timbre de votre voix ce matin. Je salue le Marseillais et le Madirin. D'accord, ils ont bien reçu la salutation. Bon courage à vous. La saison se joue demain. Ah, d'accord, c'est bien noté. En cas de match nul, ça dit adieu. Au titre, d'accord. Mais je suis sûr qu'on gagne 2-0. Ok, ça aussi c'est bien noté. Merci beaucoup, Faustin. À très bientôt. Mon frère. Merci infiniment. On va prendre un autre auditeur qui est dans Plateau Foot Europe. Bonjour, auditeur. Ah, bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, et vous? Nous allons tous bien. Nous voulons vous connaître. Oui, c'est Charles Le Gueneur de Théâtre. Charles Le Gueneur, et à Kodeshiwa, ça va? Oui, ça va bien. Alors, nous écoutons Arsenal en demi-finale de FA Cup. Hein? Oui, je voulais juste dire à M. Franck Lunyama que cette fois-ci, on va la gagner. Ah, d'accord. Il n'a qu'à bien garder ça. C'est bien noté. Arsenal va battre City. Ok. Oui, on va remporter la coupe là. Ah, d'accord. Ça, c'est très bien noté. Il faut rêver. Merci beaucoup, Tcha. Vous nous recevez bien là-bas, j'espère. Oui, très bien. Merci de votre fidélité. Hein. Ok, on est ensemble. À très bientôt, on est ensemble dans Plateau Foot Europe et sur Radio Sport FM. Un autre derrière, Tchad à Kodeshiwa. Bonjour, auditeur. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. On veut vous connaître. Badé. Oui, Papaté. Oui, comment ça va? Très bien. Alors, nous vous écoutons. Pour le plan du Barça, le vestiaire est tellement désordonné. C'est pourquoi c'est leur problème ça. C'est ça. Ça ne va pas les aider à aller loin. Jamais. D'accord. Ils doivent revoir ça. D'accord. Et AC va remporter 3-0. 3-0. Oui. Chez le Barça. Chez le Barça, oui. D'accord, c'est bien noté. Vous supportez quelle équipe? Atlético. Vous êtes un fan d'Atlético de Madrid?
Oh, oui. Waouh, c'est rare. C'est rare. C'est très très rare et franchement, nous sommes honorés. Vraiment. Ah ben donc vous aimez Diego Simeone et tout ça? Très bien même. Ah d'accord. Ah ben on aura le temps de se revoir très bientôt. D'accord. Merci beaucoup mon cher ami. À très bientôt. Merci à vous. Ah oui, ça n'arrive pas tous les jours d'avoir des supporters des Colchoneros. Ah oui, de l'Atlético de Madrid. En tout cas, c'est un club formidable de football. Il faut le reconnaître, des clubs qui ont connu des joueurs comme Diego Forlán, Kun Agüero et puis tous les autres. Théo Safer de l'autre côté pour récupérer un auditeur pour nous. Est-il là dans Plateau Foot Europe? Oui. Bonjour auditeur. Oui, bonjour monsieur Angelo. Nous vous souhaitons la bienvenue. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Je suis en joie, quoi. Oui, parce que votre équipe est en tête, c'est ça? Oui. Mon équipe, c'est Real Madrid. Jusqu'à la mort? Oui, jusqu'à la mort, c'est fini pour le Barça, quoi. C'est fini pour le Barça? Oui, c'est fini pour le Barça. Ok. Oui, je m'appelle Carton Rouge. Carton rouge? Oui. Ah oui, justement, c'est vous qui avez donné carton rouge la dernière fois à Lionel Messi. À tout à l'heure. Merci beaucoup, carton rouge. À très bientôt. On va prendre encore peut-être 2 appels, s'il y en a. Il y a Théo qui s'affaire de l'autre côté. Le temps de pouvoir rapidement parler de la retraite, la sortie de retraite d'un certain Arjen Robben. Vous avez lu sûrement les articles récemment. Oui. Ah oui, on va en parler tout à l'heure rapidement. Oui, allô, bonjour. Bonjour, oui. Mathieu Picard. Mathieu, comment ça va? Et ça va bien, je suis à Didiolé. Oui, Mathieu à Didiolé, la joie est là-bas. Comment ça se passe là-bas? Ça va bien, ça. Nous vous écoutons. Demain, mardi, Barça a été avec un but coup franc de Lionel Messi. D'accord. Vous êtes confiant pour la suite? Je suis très confiant même. D'accord, c'est bien noté. Parce que ça va être une bonne finale. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup Mathieu. Oui, à très bientôt et très belle journée. Alors, on ne va pas faire de commentaires là-dessus. C'est bien sûr, Arjen Robben veut continuer à jouer au football malgré sa retraite. C'est quand même exceptionnel pour ce joueur. Merci Félix Ouala d'être passé nous voir. Merci Angelo et merci à tous. Merci à tous. Et Thierry Tengue, à tous les passionnés. Merci infiniment. Franck Lunyama. Ça a été un plaisir, excellente semaine à la Bundesliga est finale, mais vous êtes avec nous. On est ensemble. On est ensemble. Jusqu'à la fin. On souhaite une belle semaine à toutes et à tous, et spécialement à un inconditionnel de cette émission. Il s'appelle Aziz, du côté du quartier de Witi. À très bientôt sur Sport FM. Merci à Elom Adobon. Merci à Théo Javon. Ciao. Take care.